j'étais dans d'autres chantiers que j'avais avant, au point qu'au moment où on me donne l'ordre de commencer, je ne dispose pas de liquidité. Dans lequel cas, la possibilité que la loi donne, c'est que moi, entreprise, je peux solliciter une avance de démarrage. Et la loi dit, pour le marché des travaux et le marché de prestations intellectuelles, l'avance de démarrage va céder 30% du montant du marché. Pour le marché de fourniture et le marché de services, l'avance de démarrage ne peut pas excéder 20% du montant du marché. Mais il y a une subtilité. C'est que l'autorité contractante, puisque je dis que par principe, l'autorité contractante ne peut pas perdre de l'argent. Donc l'autorité contractante devra exiger de l'entreprise qui sollicite l'avance de démarrage de couvrir cette avance de démarrage, la garantie bancaire qu'on appelle la garantie d'avance de démarrage, et qui doit couvrir le 100% de ce montant-là. Autrement, l'entrepreneur devra aller auprès de son banquier. Je ne sais pas qu'il va mettre en hypothèque, si ça sera un amortissement, je ne sais pas trop. Mais il devra nous ramener à l'autorité contractante une garantie bancaire signée par sa banque du montant que lui sollicite. De telle sorte que s'il prend la outre de son père avec l'argent que l'autorité contractante lui aura remis, l'autorité contractante prendra juste la banque bancaire, se présentera au guichet de la banque et on lui restitue la globalité de la somme donnée à l'entrepreneur. Parce que le principe, c'est que l'État ne doit pas perdre de l'argent. C'est un principe, ça concerne la prestation de marché public. Et nous, en tant qu'autorité de l'orientation de marché public, nous sommes tenus de veiller à ça. Est-ce que dans le cas du marché de VA, faut-il passer par cette étape-là? C'est vraiment l'étape du paiement de marché est établie comme ça de part. Je peux prendre quelques dispositions par rapport à ce que je suis en train de dire. Je prends les dispositions de l'article 151 jusqu'à 156. Je veux le lire l'exception. 151 à 156, le décret 10 par le décret 23 par 12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure de marché public. Article 250. D'abord, chapitre 1er, titre 3 d'exécution de marché. Chapitre 1er, les modalités de règlement de marché. Article 150. Les modalités de règlement de marché public sont fixées par les articles 70 à 72 de la loi relative au marché. On va lire ces dispositions-là. Ces articles fixent les modalités et conditions d'octroi des attentes, ainsi que le paiement sort. Vous comprendrez déjà de cette disposition que l'on ne peut pas payer un marché à 100% alors que le taux d'exécution physique est à 0%. Impossible. Ça dit ça. Secteur privé. Premièrement, les avances sont faites de démarrage. Article 152. La loi relative au marché public fixe l'avance de démarrage à un maximum de 30% pour le marché des travaux et de prestations intellectuelles et à un maximum de 20% pour le marché des fournitures et autres services. Le montant de cette avance est calculé sur le montant du marché pour le marché d'une durée d'exécution inférieure à 1 an, le montant des prestations à réaliser au cours de 12 premiers mois pour le marché d'une durée d'exécution supérieure à 1 an. Troisième tiret, le montant de 12 premiers mois d'exécution pour le marché qu'on les commande ou l'enquête. Article 150. Le versement de l'avance de démarrage est conditionné et intervient après réception de la demande de paiement accompagnée d'une garantie bancaire d'égal montant. C'est le principe sur lequel, lorsque les titulaires du marché ne disposent pas, n'a pas de liquidité pour commencer le marché, dans lequel cas, il peut solliciter une avance de démarrage. Mais l'avance de démarrage, on dit, il doit faire accompagner cette demande d'avance par une demande, il peut être accompagné d'une garantie bancaire d'égal montant.
Et la garantie bancaire regarde ce qu'on appelle la garantie d'avance de démarrage. Parce que l'État ne doit pas faire. Tu travailles avec ton banquier, tu m'apportes une garantie bancaire du montant correspondant à ce que tu veux que je te donne, et je te donne. Mais seulement en passation de marché public. On ne peut pas allouer des sommes supérieures à ce que je viens de dire, en termes d'avance. 30%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez exécuté, 30% d'exécution financière, taux d'exécution 0. Ça la loi de nous. Mais seulement le 30% qu'on vous donne sera couvert par une garantie qui vous a été délivrée par votre banquier, qu'on appelle une garantie d'avance des démarrages. Et après, quand on poursuit, on dit, article 254, le remboursement de l'avance a lieu lorsque le montant de prestation exécuté au titre du marché atteint ou dépasse 40% du montant initial du marché et prend fin lorsque le montant de prestation exécutée atteint ou dépasse 40%. C'est-à-dire quoi? On vous a donné 30% alors que le taux d'exécution physique est fort. Lorsque vous commencez à exécuter et que vous atteignez 40% dans l'exécution physique, à ce moment-là, avant que vous n'atteigniez 80%, il y a le calcul qu'on fait. L'autorité comptable va commencer à utiliser de 30% que vous avez donné. Petit à petit, de sorte que, au taux d'exécution physique à 80%, la balance va être équilibrée. Exécution financière à 80%, exécution physique 80%. Et on continue de la faire. Voilà. À partir du moment où j'explique. D'abord, 10 000 $, ce n'est pas le seul. Parce que pour que la DGCP opère un contrôle, son contrôle à théorie, il faudrait que le montant du marché atteigne le seuil de contrôle à théorie. Je m'excuse, je serai venu avec l'arrêté et je vous aurais donné des éléments beaucoup plus concrets. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un seul. Parce que la vie des autres gestions qu'on vous a donné, on vous l'a donné en spécifiant quoi? En spécifiant l'entreprise avec laquelle vous devez passer le budget. Je vous ai dit, souvenez-vous, je vous ai dit que lorsque vous faites la demande d'autorisation fiscale pour vous donner au BRT, vous devez mentionner l'entreprise avec laquelle vous devez passer le marché. Vous devez d'abord mentionner le montant sur lequel vous voulez que le marché soit passé. Alors, à partir du moment où le montant est revu à la baisse, l'organe de contrôle, c'est quoi? Ce n'est pas unilatéralement. L'organe de contrôle, c'est quoi? La DGCP. La DGCP, c'est l'organe qui opère le contrôle sur un marché public à chaque étape. C'est-à-dire, la DGCP sanctionne la fin d'une étape dans le processus de passation au marché public à travers son autorisation spéciale, ses avis de non-objection et ses dérogations. De même, il y a des cas où la DGCP, quelqu'un avance, arrive à la fin, il a introduit à la fin de l'étape, il a introduit sa demande, la DGCP dit non. Mais quand la DGCP dit non, elle est obligée de donner les motifs pour le bien. Mais là, vous avez déjà décidé. Du moment que la DGCP avait un montant X et que ce montant était revu à la baisse, quoi de plus simple de revenir à la DGCP pour résorptionner la nouveau que vous évoluez. Ou au mieux, là ils font aussi, ceux qui font ceci, ils ont l'autorisation spéciale au moment de recevoir l'avis de non-objection sur le projet du contrat. À ce moment-là, ils joignent une note explicative
Ou expliquer à la DSMP que, au regard de calcul, au regard de ceci, voilà, nous avons réuni. Plaira-t-il aussi à ce moment-là, la DSMP d'accepter ou de refuser? C'est ça. Est-ce que cela est nécessaire dans les marchés de gré à gré? Dans tout le marché, la procédure reste la même. La seule différence entre le marché de gré à gré et le marché par appel d'offres, c'est que l'appel d'offres, il est ouvert, on lance un avis d'appel d'offres, on observe les délais de publicité, on procède à l'ouverture de l'audit. C'est tout ça qui fait la différence entre le gré à gré et l'appel d'offres. C'est-à-dire qu'avec le gré à gré, on gagne plus en temps que si on avait passé le marché par appel d'offres ouvert ou appel d'offres. Vous avez affirmé que le problème de confiance dans ce genre de marché ne serait pas arrivé et non plus un modèle libre. Oui, si on le fait de façon libre. Oui, j'en arrive. J'ai trouvé une disposition qui corrobore en fait avec ce que je viens de dire. C'est où ça? Article 150. Je retourne à la disposition. Oui, je vais les dispositions pour asseoir et étayer ce que je suis en train de dire. Je vais la poser rapidement. Oui, ce que je veux dire, c'est ici. Dans l'ancien décret, le décret 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de constitution de la loi relative au marché, c'était le premier décret qui existait comme manuel de procédure. Dans ce décret-là, il était effectivement prévu que le contrat qui a créé donne lieu à des formes libres de chacun de l'écrire. Mais nous avons évolué pourquoi? Parce que parmi les dirigeants de la Banque mondiale, il nous avait été une logique sur cela. Pourquoi? Parce que quand on fait des statistiques au niveau de la RP, nous avons constaté que sur le 100% du marché passé en République du Congo, c'est que nous sommes à plus de 70% ou 60%, avant que je me trompe, des marchés qui sont passés derrière. Et donc la banque nous a accroché sur la boutique. Vous êtes dans du système, comment se fait-il que vous avez autant de marchés de l'humanité, alors que ça ne constitue qu'une exception au monde. Alors, c'est comme ça que dans le décret 23/12 du 3 mars 2023, il a été exactement ici. C'est que le marché de gré à gré, le contrat de marché de gré à gré, doit respecter les prescrits de l'article 48 de la loi relative au marché. Je vais dire article 48. Les prescrits de l'article 48 de la loi relative au marché. Mais seulement les recommandations des droits. Puisque c'est l'ARMP qui élabore les documents types, les documents standards utilisés par tous ceux qui font la passation de marché public. Il nous a été demandé à nous, et nous sommes en train de faire la mise à jour des tests au moment où je parle, que nous puissions éditer un modèle type de contrat des PRI. L'article 48 de la loi 10/10 du 2 juin 2010 dispose ceci. Du contenu du contrat. Donc là, je suis en train d'énumérer les mentions obligatoires que doit contenir un contrat de marché. Article 48, de mention, le contrat mentionne 1. L'objet et le numéro du marché. 2. Les parties contractantes. 3. Les moyens de financement de la dépense et les lignes. 5. La qualité de la personne signataire du marché et de la partie co-contractante. 6. Les pièces constitutives du dossier d'appel d'offres. 7. Le montant du marché assorti des modalités de sa détermination et le fonctionnement de celle de sa révision. 8. Les obligations fiscales et moyennes. 9. Les délais et le lieu d'exécution. 10. Les conditions de consultation du cautionnement. 11. La date de notification. 12. La domiciliation bancaire co-contractant. 13. Les conditions de réception et de livraison des prestations. 14. Les modalités de recueillement de prestations. 15. Le comptable chargé du paiement. 16. Les modalités de règlement de litige. 17. Les conditions de résiliation. 18. Enfin, la juridiction compétente en cas d'appel d'offres
internationale. Si vous pouvez répondre de façon précise, peut-être vous pouvez peut-être donner des références. Lorsque l'autorité combattante a obtenu l'autorisation spéciale, doit entrer à la DGCP pour obtenir La notion de projet du contrat. la surtout le projet doit venir avec le projet du contrat. Là, je n'ai pas encore signé les Non. C'est-à-dire, si je peux vous reprendre, dès que vous avez l'autorisation spéciale, l'autorisation générale du contrôle du marché public, après cette autorisation spéciale, il y a une étape que j'avais oubliée, c'est l'étape de la mise au point. La mise au point se passe entre l'autorité contractante et la militaire du marché. C'est juste là, il est encore activitaire du marché. Il va devenir visionnaire du marché après application. Alors, la mise au point va consister en quoi? Pas de voir le prix du marché. Parce qu'en passation du marché public, s'il y a la garantie, c'est marchander le prix. En passation du marché public, on ne marchande pas le prix. C'est que le solutionnaire a proposé comme prix. Vous évaluez par rapport aux autres et vous prenez celui qui est moins disant. Moins disant, c'est-à-dire celui dont l'offre est conforme par rapport aux spécifications techniques, par rapport, on va dire, aux exigences du contrat, et qui est moins disant. Donc il y a le prix, on va dire le prix par le plus bas. On regarde d'abord tout ce qui est lié aux exigences de classification, et après, on classe le candidat en fonction du prix offert, et celui qui a le prix le plus bas, c'est celui qui va être réduit en cours. Alors, la mise au point ne va pas consister à discuter sur les prix ou les prises militaires du candidat. On va discuter plutôt peut-être sur, il y a plusieurs éléments, je vais prendre par exemple les variantes. Si l'autorité combattante avait autorisé que le potentiel soumissionnaire propose des variantes, dans lequel cas, on va adapter le marché à la variante proposée par les titulaires du marché, et ainsi de suite. Dès qu'on a fait la mise au point, on va dresser un PV de mise au point qui sera signé d'un côté par l'administrateur du marché, de l'autre par l'autorité compétente. Et on adapte le projet du contrat en fonction de cette mise au point. On adapte en fonction de cette mise au point. On l'adapte en fonction. Il y a des positions pour être donc on va adapter le contrat en fonction de ce qu'on s'est dit lors de la mise au point. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va paraffer le contrat sans le signer. On va signer le PV de mise au point et on transmet tout ça à la direction générale du contrôle des marchés. La direction générale du contrôle des marchés, qui le reçoit, va examiner. Et après examen, il va, s'il estime qu'il n'y a pas, on va dire, s'il estime qu'il n'y a pas de choses à dire que le contrat est bien fait, il va émettre son avis de non-objection sur le projet du contrat. Et lorsque la DSMP émet son avis de non-objection sur le projet du contrat, c'est à ce moment-là que l'administrateur du marché va être invité pour venir signer conjointement le contrat avec le projet contractuel. Mais l'administrateur ne va toujours pas jusqu'à cette instant-là. Il peut valoir aux choses contractuelles. Lorsque cette commission de la DGCP se réunit et nous avons pas la nous, est-ce que vous êtes habitué de produire votre requête pour que le Premier ministre ne pourrait pas se retrouver à votre avis? Bon, ça se passe comment? Non, ça se passe comme ça. Lorsque la DSMP refuse d'accorder l'avis de non-objection, on a une autorisation spéciale. Ça peut arriver. La première des choses, c'est qu'elle doit motiver sa décision, dire pourquoi elle a refusé.
Mais normalement, dans le cadre des avis de non-objection, elle émet des observations. Elle émet généralement des observations. Si vous n'êtes pas satisfait par rapport à la décision qu'a prise la Direction générale du contrôle du marché public à travers ces commissions spécifiques, et bien, vous saisissez dans quel cas l'autorité de régulation du marché public. Vous saisissez le comité de règlement des différends et l'autorité de règlement des différends, de l'autorité de règlement des différends, de l'autorité de régulation du marché public et la RPP. Si elle estime que la DSMP a raison, dans lequel cas, je vous fais constater que la procédure a raison. Si elle estime que ce que vous demandez est fondé, dans lequel cas, elle vous apporte cette avis de non-objection, ou elle vous apporte l'avis de non-objection, elle vous demande de poursuivre la procédure. Donc, à nous par nous, la décision du comité de développement différent de la RMP vaut à nous, donc vous êtes en droit de poursuivre la procédure. Pas seulement le Premier ministre, il y a plusieurs autorités générales. Partout dans le fait que la différence entre l'appel d'offres et le PAV, c'est au niveau de sa passation. Mais à partir du moment où nous avons atteint l'étape d'aller sur le projet du contrat, tout ce qui s'ensuit, c'est pareil. Il s'agit d'un marché de PAV, il s'agit d'un marché passé par appel d'offres national ou international, la procédure sera la même. La seule différence est que dans l'appel d'offres, nous sommes obligés de penser à un avis d'appel d'offres. Dans le DAD, il n'y a pas d'avis d'appel d'offres. C'est une consultation, c'est pour ça qu'on appelle le DAD autrement, on appelle ça entente directe. Donc si vous entendez directement avec le DAD qui peut passer le marché, alors vous êtes assuré qu'il répond aux conditions du marché. Toutes les difficultés, vous avancez sans problème. Oui, c'est ce que je dis. Oui, je vais maintenant la question. Lorsqu'on n'a pas obtenu l'avis de non-objection, est-ce qu'on peut s'attendre à une réponse affirmative? Non. Parce que parmi les éléments qu'il faut joindre le sujet. Lorsqu'on ne peut pas s'attendre à une pareille réponse, est-ce qu'on peut dire passer X nombre de délais, parce que c'est la loi qui le prévoit, 10 jours après, lorsque cette autorité n'a pas répondu, ça vaut une approbation tacite. Oui. Journaliste. Parmi les éléments à introduire pour obtenir l'approbation tacite, il y a entre autres tous ces éléments. Donc, l'avis de notre défense pour le contrat, un certain nombre. Vous introduisez tout ça. Vous introduisez auprès de l'autorité. Et quand vous introduisez cela auprès de l'autorité, l'autorité va examiner. Parce que la tâche de l'autorité c'est quoi? C'est juste de s'assurer de la disponibilité du crédit. C'est-à-dire s'assurer que le marché sera payé par tel temps. Le marché sera payé de cette façon-ci. Il y a disponibilité. C'est ça le travail de l'autorité. S'assurer qu'il y a disponibilité de crédit. Et lorsqu'il s'assure qu'il y a disponibilité de crédit, à ce moment-là, il confère au marché le caractère définitif et exécutoire. Et ce n'est qu'à ce moment-là, que le parti peut prétendre la partie des activiteurs du marché. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle peut prétendre être devenu titulaire du marché. Et même le non-genre est déjà titulaire du marché. Maintenant, c'est vrai. La loi dit ceci. L'autorité approbatrice dispose d'un délai de 10 jours pour approuver le marché. S'il n'approuve pas le marché, dans les 10 jours pour à partir de quel moment? À partir du moment où vous introduisez votre requête pour solliciter à l'introduction de la requête. Juste à partir de l'introduction de la requête, on va compter 10 jours. Si dans les 10 jours, l'autorité approbatrice n'a pas approuvé le marché, et par conséquent, on dit, le marché est approuvé de manière active. Oui.
Je reprends ce que je dis. L'élément le plus important, je donne un cas, je donne un autre cas. Quelqu'un qui n'a jamais été au bout de l'autorité par Boubalis, je dis ceci. Il y a d'autres réactions dans la salle. Je vous ai prévenu de le débat. Vous voulez suivre le débat, gardez votre silence. Vous ne voulez pas faire du bruit et vous sortez dehors. Moi, il faut qu'on a pour dire le place. Je ne veux plus suivre ça. Maintenant, vous dites. Vous avez affirmé ceci. Aucun contrat de marché public ne peut être exécuté qui n'a été approuvé. En réalité, on l'a vu régulièrement. Maintenant, enchaîner avec la question que vous avez posée. Oui, je disais ceci. Et tout ce que je dis, je le dis à l'article 20, alinéa 2, du décret 23 avril, du 3 mars 2023, portant manuel de procédure du marché. C'est vrai qu'on m'a répondu cela, mais j'aimerais quand même la discussion pour que vous puissiez le dire. La disposition dit ceci, conformément au décret juste mentionné, le refus d'approbation de marché est notifié à l'autorité contractante dans un délai ne dépassant pas 10 jours calendaires. À défaut d'une décision expresse, le silence de l'autorité approbatrice vaut acceptation. L'acte d'approbation valide de marché lui confère le caractère de exécutoire et exigé. Pour que le contrat de l'autorité approbatrice considère une approbation tacite, parce que je suis aussi auditeur en marché. Je suis aussi auditeur en marché. Pour que l'on confère, que l'on constate l'approbation tacite, l'acte générateur, c'est la requête. Donc, la partie autorité contractante doit d'abord introduire une requête auprès de l'autorité approbatrice en joignant l'ensemble de pièces que la loi nous oblige de joindre. Et de toujours être compté à dater de l'accusé de réception du service de l'autorité approbatrice. Et là, nous comptabilisons 10 jours. Si ça nous fait 10 jours, ok, l'approbation est tacite. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'est pas important que l'on s'interroge à ce moment-là sur le fait qu'il y aurait introduit oui ou non des pièces qui vont avec. Seul l'accusé de réception suppose que toutes les pièces ont été jointes. C'est ça. C'est ça la musique de la loi. Et même nous, encore auditeurs, quand nous faisons le 10, c'est sur nous les rapports. Tu dis à l'approbation tacite, que nous sommes d'accord, où est l'acte la requête à ce que nous avons un contrôle de l'autorité. Sans moi par requête, on calcule 10 jours. Et si après les 10 jours, il y a une correction de l'autorité approbatrice qui dit les problèmes, veuillez compléter telle ou telle objection. Parce qu'il se pose un problème. Il se pose un problème au niveau du paiement politique de marché. Je vais expliquer les choses, vous donner un peu de temps. Les marchés qui sont payés sur fonds propres, on dit par accident fonds propres, c'est-à-dire des structures qui génèrent eux-mêmes des ressources et qui payent eux-mêmes leurs marchés. Les marchés ne posent jamais beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on introduit la requête, si 10 jours passent, on fait quoi? Qu'est-ce qui s'ensuit? C'est l'enregistrement du contrat. Après l'enregistrement du contrat, notification du marché, constitution de la garantie de bonne exécution, on doit leur commencer pour commencer. Pose aucun problème. Mais pour les marchés qui sont payés au niveau du trésor public, généralement ça pose un énorme problème. Parce que les personnels, le fonctionnaire dédié au niveau du ministère du budget, lorsqu'ils ne voient pas l'acte de l'approbation, ils laissent passer aucun marché. Ils vous renvoient auprès de l'autorité. Je ne sais pas pourquoi ça se fait. Nous, au niveau de la République, nous sommes en train de pouvoir faire un lobby ou peut-être une formation, une sensibilisation auprès des fonctionnaires qui sont au niveau du ministère du budget pour qu'ils comprennent qu'effectivement, l'approbation tacite existe. Bon, maintenant, vous me dites que les 10 jours sont passés. Je ne sais pas après quelques années,
l'autorité administrative revient pour dire vous devez transmettre tel dossier. Et bien c'est non la vue. C'est non la vue. Pourquoi? Parce que le délai qui veut être été imparti pour réagir, il n'a pas. Admettons maintenant qu'il a pris, je ne sais pas quel délai vous avez, mais admettons qu'il a pris un mois. Parce qu'on regardez ce qui se passe après. Après l'approbation, oui, je prends deux exemples. Après l'approbation, vous avez 72 heures de dossier transmis à l'AMP pour enregistrement du contrat, paiement de la résidence de population, tout ce qu'il faut. C'est dans les 72 heures. À dater du moment où l'autorité administrative aura soit de manière expresse ou tacite donné son approbation. Ça fait 72 heures. La notification du marché, si je m'abuse autour de 2 ou 3 jours, pour notifier le marché à l'index. Après ça, il y a la constitution de la garantie de bonne exécution, et là, ça fait 20 jours. Donc, ça fait donner à celui qui a gagné la possibilité d'aller constituer sa garantie de bonne exécution. Donc, le banque, on laisse 20 jours. Après ça, il y a l'ordre de commencer et le marché commence. Je ne sais pas dans quel délai. On était dans quel état, mais c'est pas. Parce qu'on a déjà notifié le marché à l'index. Comment va-t-on faire pour le modifier sur les par contre? Donc, ça peut passer. Qu'est-ce que tu diras voilà. Faire de manière Question de la Cour à l'expert. Nous sommes toujours dans le cadre du délai. Vous avez montré la connaissance de la Cour que conformément à la loi, de passer les 10 jours sans réaction, l'autorisation est tacite. Puis d'abord, est-ce que cette autorisation tacite doit être nécessairement suivie d'une notification au titulaire du marché ou sans ou avec autorisation, le titulaire du marché peut commencer à la Est-ce que je n'ai pas en train de discuter? Ce que je viens de dire, je me tire de l'article 20 qui est le 23 par du 3 mars 2023. Pour pardon de 10 jours, passer le délai de 10 jours, l'approbation devient tacite. Maintenant, c'est la suite de la procédure. C'est la suite de la procédure. Parce que dès lors qu'on constate qu'il y a l'approbation tacite, qu'est-ce qui se passe? On amène le contrat à l'ARP. Il y a approbation ou approbation express tacite. On amène le contrat à l'autorité de régulation du marché public pour que nous puissions l'enregistrer. Et en l'enregistrant, les titulaires du marché payent la résidence de l'application qui a 0,5% pour le marché public. Paye la résidence de l'application, on lui dit ce qu'on appelle l'attestation de paiement de la résidence. Dès qu'il y a l'attestation de paiement de la résidence, c'est cette attestation qui va amener l'autorité contractante à préparer les notifications. Il prépare sa notification et il notifie les titulaires de marché. Et si la notification n'est pas intervenue, justement, c'est ce que je dis, c'est sur la loi de vous avez dit, pour approbation de principe express, le dossier revient à l'ARP. Il va examiner, il va commencer par enregistrer le contrat. Sera suivi la notification au titulaire, parce que quand il était attributeur, il était prestataire, il ne devient titulaire que lorsqu'il a eu cette approbation-là. On enregistre le contrat, disons l'ARP enregistre le contrat, et il doit notifier nécessairement au titulaire du marché. C'est une condition sans laquelle le marché de l'exécution doit être faite plutôt, où c'est vraiment une liberté accordée au titulaire du marché. Je n'ai pas bien compris. Je dis ceci, la Cour dit ceci plutôt. Après approbation tacite ou express, le contrat est transmis à l'ARP. Cette dernière va enregistrer le dit contrat et commencer les notifications au titulaire du marché. Est-ce
avec ou sans notification, le titulaire du marché peut exécuter le marché. Non. Il faut qu'il y ait une notification. Il faut qu'on lui notifie le marché. Sinon, il est difficile. Y a-t-il un délai pour le faire, pour la notification? C'est ce que je suis en train de chercher. La chronologie des tâches, donnez-moi 2 minutes. Je sais que le délai pour la notification est entre 2 et 3 jours. Après qu'on ait enregistré le compte. C'est ce que je suis en train de chercher. La disposition pour son rapport à son cas. Voilà, je vais vous prendre l'article 141. C'est écrit 23 par 12, portant manuel des procédures de la loi relative au marché public. On vous dit ceci. À compter de la publication de la d'attribution provisoire, la personne responsable du marché public observe un délai d'attente de 5 jours. Par la suite, la compagnie de suivant, mise au point et complète le marché, demande aux pensions de non-résidence sur le projet de selon le seuil, la défense générale du code de marché public, la signature du marché, la transmission du dossier de marché à l'autorité approbatrice compétente pour signature conformément à l'article 15 de la première loi relative au marché public et au décret fixant les modalités d'application du marché public. Après ça, l'accomplissement des formalités d'enregistrement du marché approuvé auprès de l'autorité de régulation du marché public. C'est là que vous avez dit. Parce que si l'approbation est faite express sur le site, l'enregistrement du contrat à l'ARP n'est fait de soumettre un contrat à un marché approuvé. Donc on suppose, je le dis comme ça, je sais que quand je ne suppose pas, je le dis comme ça, c'est que quand l'approbation est express ou tacite, au moment où le contrat arrive à l'ARP, on a déjà passé l'étape de l'approbation. Pourquoi on le fait ainsi? Parce que on a déjà dépassé l'étape de l'approbation. Parce que que ça soit express ou tacite, on a déjà dépassé cette étape-là, puisqu'on vous dit l'accomplissement de formalités d'enregistrement du marché approuvé auprès de l'autorité de régulation du marché public. Or, l'article 22 nous dit qu'il y a une approbation express et tacite. C'est comme ça que je dis, à partir de cet instant, on ne peut plus revenir sur les actes d'application. Et sur le marché. C'est bon. Toujours dans ce chapitre-là. Est-ce qu'un contrat non enregistré à l'ARP peut être exécuté? C'est le cas que nous constatons. Ça, malheureusement, je dois vous dire, c'est le cas que nous constatons et c'est toute la lutte que nous avons, nous, au niveau de l'autorité de régulation du marché public. Parce que nous avons remarqué que la plupart des autorités contractantes, je ne sais pas si c'est en méconnaissance de la loi ou si c'est par excès de pouvoir, ne prennent pas la peine de faire enregistrer le contrat. Et quelle en est la conséquence? Bon, la conséquence, elle est purement administrative. Elle est purement administrative, ça ne donne aucune sanction si c'était peut-être pour nous de retrouver ces contrats, de les enregistrer et d'envoyer de notre pays pour répondre. Il n'y a aucune conséquence aujourd'hui. Je suis d'accord avec l'article 42 de la loi relative au marché public, l'article 42, qui pose 5 conditions pour la passation du marché de gré à gré. La Cour voudrait savoir si ces 5 conditions sont limitatives ou extensives. Limitative. Limitative. Donc il faut répondre à l'une de ces 5 conditions, on n'en ajoute pas ici. Limitative, c'est là-dessus. D'accord. Ça veut dire qu'il faut répondre à l'une de ces 5 conditions. L'une de ces 5 conditions suffit. Et si vous êtes dans le domaine du DPP, je vous dirais qu'il n'y en a que 2. Pour le marché public, il y en a 5. Pour le DPP, il n'y a que 2 conditions. Et c'est limitative. S'il y a une 6e condition qui a été évoquée, là c'est une violation flagrante de la loi. Dans la passation de marché de gré à gré, qui choisit l'entreprise contractante? C'est ce que je vous ai dit. Est-ce la personne responsable du marché, l'ARP, ou c'est l'ARP, parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il y a une base de données, même s'il s'agit de marché de gré à gré, l'ARP
pour la DGCP, selon le cas, quand il s'agit d'un contrôle a priori, dans le cas de la DGCP, qui dispose de la base de données, quand même il s'agit de marché de gré à gré. Qui choisit l'attributeur? Qui choisit le co-contractant? Est-ce la personne responsable du marché ou c'est à partir de la base de données dont dispose l'ARMP? Ok, merci beaucoup. Et c'est aussi mieux pour moi de rappeler un certain nombre de choses. La passation de marché public au regard du décret 10/32 du 28 décembre 2010, en ces dispositions comprises aux articles 1er et 2e, il est mis en place au sein de toute autorité contractante. Je dis bien au sein de toute autorité contractante, l'ARMP veille des cellules de gestion de projets et des marchés. Ce sont les seuls organes compétents à passer le marché. En dehors d'eux, aucune autre structure ne peut passer le marché. C'est dire autrement que la PRM, elle est effectivement personne responsable de marché, ça veut dire le responsable de la cellule. Mais au sein de la cellule, vous avez ce qu'on appelle le secrétariat permanent, à laquelle vous avez un secrétaire permanent qui gère au quotidien tout ce que doit être fait au niveau de la cellule, sous le plan administratif, sous le plan technique et sous le plan financier. Alors, la base de données dont vous évoquez doit se retrouver au niveau de la CGPP. Chaque ministère, chaque établissement public, chaque société commerciale dans notre pays doit disposer d'une cellule de gestion de projets et des marchés publics. C'est la seule organe activée pour faire ce travail. Donc la base de données doit se retrouver là. L'ARMP ne constituera pas une base de données pour le juste à l'intention du greffier. Oui, parce que les abréviations là, peut-être que la Cour sait de quoi il s'agit, mais il faudra que l'on sache aussi, parce que quand vous parlez de PRM, vous parlez de la CGPM, la Cour comprend de même question. Il faudra préciser et donner en quelque sorte aussi des explications par rapport à la PRM. Vous faites ce que je suis en train de dire, c'est ceci. La CGPMP. PRM, c'est quoi? Oui, PRM, ça veut dire personne responsable de marché. Et j'explique c'est quoi une personne responsable de marché. C'est le représentant de l'autorité contractante. Exemple, on va prendre l'ARMP. Nous avons un directeur général à la tête de l'ARMP, Maître Claude Kaïdé, qui est PRM de l'autorité de régulation de marché public en sa qualité, justement, de DG. Comme il est DG de l'ARMP, c'est lui qui engage l'autorité de régulation de marché public. L'office, il est PRM. Si nous prenons un ministère, on dira le ministre est PRM de son ministère. Parce que c'est lui qui signe tous les marchés. Tout le contrat, c'est lui qui le signe. et la CGP, Mais la CGPMP, c'est la cellule de gestion des projets et des marchés publics. Et cette cellule de gestion de projets et des marchés publics est placée auprès de chaque autorité contractante. Et c'est cette cellule de gestion de projets et des marchés publics qui doit s'occuper du processus de passation de marchés publics. Qu'il s'agisse de marchés publics ou qu'il s'agisse de publics. C'est cette cellule-là, c'est l'organe activé. En dehors de cet organe, personne d'autre ne peut manipuler. maintenant, je vais répondre un peu à la préoccupation de la Cour. Qui choisit le prestataire ou l'activitaire? Donc, ça se passe comment? La PRM manifeste son besoin. C'est ce qu'on appelle l'expression de besoin. Nous devons réaliser tel travail. De là qu'on a, parce que les besoins, ce n'est pas un seul besoin, on exprime plusieurs besoins. De là qu'on a exprimé nos besoins, ces besoins
gens-là arrivent au niveau de la cellule de gestion de projet et des marchés publics, auprès du secrétaire permanent. Le secrétaire permanent va regarder sur base du budget qui est alloué. Okay? Le budget qui est alloué à l'investissement pour l'autorité contractante qui se trouve, et ben, il va maintenant inscrire l'ensemble de ce marché dans le plan de passation de marché. C'est vrai que dans le plan de passation de marché public, il est d'ailleurs même dit dans le manuel de procédure, le marché des prix agricoles ne sont pas inscrits. On va l'inscrire comme c'est un marché qui va se passer par l'appel d'offres ouvert. Tout simplement. Maintenant, le gré à gré va intervenir à quel moment? C'est lorsqu'on est en train de passer le marché, c'est là qu'on va regarder si celui-là, on peut le passer de gré à gré au regard des tels motifs. Mais dans ce cas, vous verrez quand même comme le plan de passation de marché. Oui, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des critères pour faire partie de la cellule de gestion de projet et de marché public? Il y a le critère, c'est vrai, mais la personne qui désigne les personnes qui doivent faire partie de la cellule de gestion de projet et de marché public, c'est la paix. C'est la paix. Donc, c'est son appréciation qui compte. Non, on va regarder sur l'appréciation. Je vais donner un cas. Il y a des cellules de gestion de projet de marché public qui ont existé avant. Lorsque la PM, le nouveau PM arrive, il pourra une cellule qui existe. Qui t'a pu le voir. Il n'y a aucune exigence de la loi qui dit, mais c'est le choix de la RMP, de laisser ces gens-là tranquilles, parce que nous les avons formés. On a fait tout ce qu'il faut pour eux, il faudrait les laisser faire le travail. Mais rien de la pratique, c'est dire que la tête de souvenir ne le plaît pas. Il n'y a aucun exemple dans la loi qui dit qu'il doit les appeler. Est-ce que ça ne favorise pas l'arbitraire? Mais justement, c'est ça le problème. Je ne veux pas dire que ça favoriserait l'arbitraire. Moi, je vais aller plutôt dans le sens. Pourquoi? La Cour de savoir, puisque donc, on arrive à la dernière ministre, le ministère, on cherche ce qu'on a trouvé, on met ce que ainsi de suite. Donc c'est favorisé, ça va quand même comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est une faiblesse, justement, que nous sommes en train de voir comment humanité. Mais à l'état actuel de la procédure, il n'y a aucune exigence, aucune loi, qui dit qu'il faudrait, et si la paix décide de vider la cellule, il n'y a aucune exigence. Mais seulement, le souhait de l'ARMP, c'est que ces gens-là ont été formés. L'ARMP, avec la défense de l'organisation, des courses de sang colossales pour former ces gens. Même à jour. Alors, c'est un peu comme si vous êtes en train de faire partie tous ceux qui sont experts dans le domaine pour mettre des novices, conséquences logiques, la passation ne va pas être faite. Ce qui est vrai, nous aurons souhaité que ce genre-là bénéficie de ce que vous appelez, chez vous, le magistrat, l'inamovibilité, de manière à ce qu'il reste là, qu'il perdure pendant un certain temps, parce que c'est des conditions dans le domaine. Partout où on a fait partir les membres de la cellule de gestion de projet de marché, je vous rassure une chose, il y a toujours des problèmes. Il y a alors des vrais problèmes. Et des vrais problèmes. Une question de la Cour sur ce point précis. Qu'adviendrait-il si à cette cellule-là, il y a des membres précédemment désignés en fonction, mais qu'à l'occasion de l'étude d'un marché, l'autorité contractante charge d'autres personnes sans que celles qui s'y trouvaient soient réglées. C'est vrai que la loi relative au marché public ne l'a pas spécifiquement on peut prendre la disposition qui sont encore sur et le décret 10 par 32 du 28 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de gestion de projet et des marchés. Article 1.
selon l'article 1 et 2. Article 1er, il est institué auprès de chaque autorité combattante, conformément à la loi 10/2010 de la fête d'avril 2010, relative au marché public, une structure dénommée cellule de gestion de projet et de marché. La cellule de gestion de projet, LDA 2, du premier article, la cellule de gestion de projet et de marché public est placée sous l'autorité de la personne responsable de marché public, tel que défini par la loi relative au marché public. Article 2. La cellule de gestion de projet et de marché public est chargée de la conduite de l'ensemble de la procédure de gestion de projet et de passation de marché public et des déclarations de services. C'est ce que je comprends. Il n'y a que la cellule de gestion de projet et des marchés publics va faire ça. Confier le travail de la cellule de gestion de marché public à une autre structure. C'est pas possible. Si c'est fait, je ne sais pas, il n'y a pas de sanction prévue, peut-être annulation, mais il y a pas de sanction. À part tout ce que je reste. Alors, une autre question de la Cour. En votre qualité d'expert, la Cour veut savoir si, au regard de l'article 44 de la loi sur le marché public, qui détermine le champ de marchés spéciaux en énumérant le marché relatif à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'État. La Cour de savoir si cette énumération-là est limitative ou bien l'autorité contractante peut aussi, en présence d'un marché, apprécier et déceler des raisons impératives liées à la sécurité de l'État, autrement conférer le caractère spécial à un marché. Il appartient à aucune personne dans cette république de conférer un marché public de caractère spécial. Je vais donner un exemple. Je connaissais un directeur à l'époque directeur qui était secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur. Et à l'époque, on venait d'ouvrir des cellules pilotes. Et lui gérait, je crois, une bonne partie, quand il disait le message de l'Intérieur, c'est une bonne partie de ce qu'il y a à la défense nationale. Et il lui est arrivé, dans le cadre de la passation du marché public, d'acheter des cellules pour les policiers militaires. Il les a achetés conformément à la loi relative au marché public. Pourquoi? Parce que nous étions en situation de guerre. Mais acheter des tenues pour les militaires en situation de guerre, ça change. Donc, ce qui est vrai, c'est que l'ARMP a préparé à ce jour un décret sur le marché spécial qui est soumis à la table de son excellence Madame la Première ministre. Et c'est là qu'on va déterminer qu'est-ce qui est spécial et qu'est-ce qui n'est pas. Après cet exemple que j'ai donné, c'est là qu'on va en fait. En attendant ces décrets, l'État a fait Ça. la Cour veut savoir si l'autorité contractante peut avoir un pouvoir d'appréciation sur le caractère spécial. Non. Ça, c'est le cas. Non. De deux, la Cour veut savoir aussi, au regard de l'article 45, est-ce le marché des travaux peut-il rentrer dans le champ de l'article 45? Oui, ça dépend de quel travail. Si on veut construire un bunker, ça va dans la spécificité. D'accord. Parce que l'article 45 parle de l'acquisition des équipements aux fournitures. Oui, ça C'est dépend. que c'est limité, qu'en pensez-vous? C'est-à-dire le marché des fournitures et d'équipements. Mais qu'en est-il lorsque un marché spécial porte sur les travaux? C'est ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai participé à la rédaction de ce décret-là. Je ne peux pas trop en parler du moment que le décret n'est pas encore pris. Et c'est un projet. Et je vous dis, le marché spécial touche à tout type de marché. Ça peut être le travail, ça peut être le fourniture, ça peut être le service,
ça peut même être des prestations intellectuelles. Ça dépend. En fait, c'est dans ce projet de numéré qu'on a énuméré avec exactitude ce qu'on entend par ça. Je vais même vous étonner, il y a une fois à la RMD, un ministre de l'Intérieur qui voulait acheter des drapeaux parce qu'il a estimé que dans toute l'étendue de la République de Congo, il y avait des drapeaux usagés. Mais il a appelé ça spécial. À l'époque, j'étais chef de division de la nomination. Nous étions obligés de le recaler. Lui demander que celui-là n'est pas un marché spécial, les drapeaux ont pas nécessaire. Au fait, le problème, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que le constat amer fait au niveau de la RRP, c'est que la République démocratique du Congo passe beaucoup plus de marchés de PRP que de marchés par appel d'offres. Ce qui constitue un handicap assez énorme. Pourquoi? Parce que le principe, la règle, c'est l'appel d'offres. Le TRT sont en tout 20 de 30%, ça se comprend. Mais le moment que le TRT dépasse le marché passé par appel d'offres, c'est qu'il y a un problème. Souvent, je veux dire, c'est qu'il y a un problème. Alors, celui qui vient pour nous dire qu'on va acheter de drapeaux pour toute l'étendue de la République du Congo, il appelle spécial. En quoi il appelle spécial? En quoi c'est spécial? Raison pour laquelle vous avez la DGSMP, vous avez la RMP. Parce que, au niveau de la DGSMP, quand on dit vous, c'est spécial, il y a ça, il y a ça, il y a ça, le contrôle fait au niveau de la DGSMP, vous êtes là. Alors, en attendant ce décret pour la question au gouvernement, en attendant ce décret, qui n'est pas encore pris, bien entendu, vous êtes parti du constat et vous évitez de souhaiter de voir tout ce qui s'est passé dans la pratique de passation de marché public et être corrigé. Alors, sur la même question, vous pouvez autrement savoir l'autorité comptable a-t-elle compétence pour réduire un marché de caractère spécifique? Ça serait pas facile. Ça serait pas facile. Pourquoi? Parce que c'est ce que je viens de vous dire pour le cadre de l'Union. La Cour a-t-elle compétence? Non. Bien, une autre question de la Cour. En fait, on revient sur la réponse que vous avez déjà donnée, mais nous voulons être sûrs de cela, c'est que nous allons répéter. Alors, la question de la Cour est la suivante. Est-ce que l'autorité compétente peut-elle passer outre les avis de sa cellule de gestion des marchés? Oui, parce que c'est des choses qui arrivent, mais c'est un abus. Il faut que je dise simplement, c'est un abus. Un abus. Un abus. Nous venons de dire, la loi nous dit que dans chaque structure de l'État, il faut des c'est le seul organe activé pour passer le marché. Alors, quand vous passez outre la cellule, non, oui, vraiment normal. Et nous, quand on arrive dans le cadre de nos questions, quand nous constatons cela, nous le remettons comme une anomalie. Sans constat avec, malheureusement, c'est une anomalie. Parce qu'il n'y a que la cellule de gestion de projet qui est habilitée à passer le marché. En dehors d'elle, il n'y a aucune autre. Aucune autre. Et généralement, ce qui est constaté dans la partie, c'est qu'il y a des pères qui passent le marché en dehors de notre cellule. Les conséquences logiques, vous allez retrouver le cas où il n'y a pas de PPL, il n'y a pas ceci, la politique n'est pas respectée, il y a tel pas de ça l'arrêter. Le conseil de notre ça. Vous continuez. Ok, alors, y a-t-il une prestation prévue par la matière, des sanctions prévues par la matière? Oui. Les sanctions prévues par la loi relative au marché public, vous le trouvez aux dispositions des articles, je crois, 79, 80, à la 80. Par rapport à cette attitude-là, de passer au. Nous, quand on fait notre mission, parce qu'il y a deux types de sanctions. Ce sont des sanctions administratives et il y a des sanctions pénales. Ça veut dire, la loi relative au marché public répond de trois infractions. Conflit d'intérêt, prise égale, conflit d'intérêt, prise égale, pénal de droit. Mais encore que je dois, le pénal de deux et la prise. Alors maintenant, pour les sanctions administratives, il y a deux attitudes que prendra l'ARMP dans ce cas.
Lorsque une autorité administrative, politico-administrative ou administrative tout simplement, commet une faute administrative pour la prestation de marché public, l'ARMP a pris l'enquête. Dès lors qu'elle constate qu'il y a effectivement une faute administrative, elle saisit l'autorité supérieure à celui qui a pris la décision pour qu'il soit sanctionné sur le plan administratif. Mais si la faute commise constitue une infraction, dans le tel cas, l'ARMP peut viser en justice, c'est-à-dire l'ARMP menace cette investigation à l'interne parce qu'au sein de l'ARMP, nous avons des officiers de police judiciaire de défense constante, uniquement dans la station de marché public, ils saisiront le parquet et le parquet sera mettre en action publique. Il peut associer la justice du CNSS. Oui. Sur le même point, parce que vous disiez, en tant qu'expert, donc l'expérience d'expert, la violation, comme vous l'avez expliqué, de certaines procédures, même alors non suivi de sanctions prévues, parce que vous avez dit que pour certaines violations, pour la non, quand on n'observe pas certaines prescriptions de la loi sur le marché, c'est peut-être lacunaire, n'a pas prévu des sanctions. Mais la Cour, vous êtes à votre expérience sur le marché public. Ces différentes violences procèdent-elles forcément des différences de la loi ou de certains détails que tout le monde ne peut pas utiliser parce que c'est une matière nouvelle, ou bien vous avez connaissance de certaines violations qui dénotent d'un souci de prendre des intérêts ou de mettre ces intérêts privés en conflit avec les intérêts de l'État. Merci. Oui, merci beaucoup. Ce qu'il faut d'abord me dire, c'est que